19 décembre 1944, Verdun, France. 16 commandants alliés de haut rang sont assis dans une salle glaciale. La bataille des Ardennes fait rage à environ 80 kilomètres au nord. C'est la plus grande bataille jamais livrée par l'armée américaine. La 101e division aéroportée est encerclée à Bastogne. Eisenhower demande « Dans combien de temps pouvez-vous attaquer ?» Montgomery répond « 1 semaine ». D'autres évoquent 10 jours. Patton se lève. « Je peux attaquer avec 3 divisions en 48 heures. » La salle se fige dans le silence. Bradley fixe son vieil ami convaincu qu'il a perdu la raison. C'est impossible. Toute la 3e armée de Patton fait face à l'Est, attaquant en direction de l'Allemagne. Atteindre Bastogne signifie faire pivoter 250 000 hommes de 90 degrés au cœur de l'hiver le plus rigoureux depuis des décennies et attaquer en montée droit dans les mâchoires des blindés allemands. Pourtant, le 26 décembre, 7 jours plus tard, les chars de Patton perçant jusqu'à Bastogne et Bradley prononce une phrase qu'il se rappellera toute sa vie. Voici cette histoire. Nuit du 18 décembre 1944, le lieutenant-général Omar Nelson. Bradley est assis dans le quartier général du 12e groupe d'armée à Luxembourg, étudiant des rapports de reconnaissance avec une inquiétude croissante. Depuis 2 jours, les forces allemandes déferlent à travers la forêt des Ardennes, ce terrain prétendument impraticable où le renseignement allié lui avait assuré qu'aucune offensive majeure ne pourrait avoir lieu. Ces assurances se révèlent désormais catastrophiquement erronées. L'ampleur de l'offensive allemande est stupéfiante. Plus de 200 000 soldats allemands, appuyés par près de 1000 chars, ont percuté le secteur faiblement tenu du 6e corps américain. Les unités sont dispersées, les communications interrompues, le commandement et le contrôle se désagrègent. Certaines divisions américaines se sont littéralement disloquées sous la violence de l'assaut. D'autres se battent, désespérément, tout en se repliant vers l'ouest. Bradley décrocha le téléphone et appela le lieutenant-général George Smith Patton, Jr., commandant la 3e armée au sud. Cette conversation allait devenir légendaire plus tard, mise en scène au cinéma, sans jamais restituer pleinement l'attention de cet instant. « Brad, j'ai une tête de pont de l'autre côté de la Sarre », commença Patton avec enthousiasme. « Je suis en route vers l'Allemagne. » Depuis des semaines, la 3e armée pilonnait les défenses allemandes et venait enfin d'obtenir une percée. Patton se préparait à exploiter ce succès par une poussée blindée rapide du type de celle qu'il avait rendue célèbre à travers la France au mois d'août. « Attends une minute, George », l'interrompit Bradley. « Il y a de graves problèmes au nord », expliqua-t-il avant de décrire la situation, une offensive allemande massive des divisions entières, submergées un front en train de s'effondrer. Bradley avait besoin que Patton envoie immédiatement sa 10e division blindée vers le nord afin d'aider à stabiliser la situation. Patton protesta. Sans la 10e blindée, il ne pouvait pas exploiter sa percée à Sarrebruck. Tout ce pourquoi la 3e armée s'était battue, au cours du mois précédent, serait perdu. Mais Bradley insista. La situation était critique. Eisenhower voulait tous les commandants supérieurs à Verdun, le lendemain matin, pour une conférence d'urgence. Après avoir raccroché, Patton fit quelque chose qui allait s'avérer décisif. Malgré sa frustration, il comprit que l'offensive allemande pouvait être bien plus qu'une simple attaque de diversion. Son officier de renseignement, le colonel Oskar Koch, l'avertissait depuis des semaines de concentrations allemandes face au secteur des Ardennes. Patton avait écarté les inquiétudes concernant son propre front. La 3e armée faisait face au sud et à l'est
pas au nord. Mais la méthodologie de Koch était solide. Patton convoqua son état-major. Les Allemands ont lancé une offensive majeure à travers les Ardennes, leur dit-il. Eisenhower nous veut à Verdun demain matin. Je soupçonne que nous allons recevoir l'ordre de nous tourner vers le nord et d'attaquer le flanc allemand. Les officiers de son état-major échangèrent des regards. Se tourner vers le nord, toute la 3e armée était orientée vers l'est et le sud. Faire pivoter une armée de 90 degrés tout en conservant son efficacité au combat serait extraordinairement difficile. Commencez à planifier, ordonna Patton. Je veux 3 plans. Premièrement, une attaque vers le nord avec 3 divisions. Deuxièmement, une attaque avec 4 divisions. Troisièmement, une attaque avec 6 divisions. Je les veux prêts pour demain matin. Son état-major pensa qu'il faisait preuve d'un optimisme excessif. Eisenhower n'ordonnerait sûrement pas une réorientation aussi massive dans un délai si court. Mais Patton comprenait quelque chose que ses pairs manquaient souvent. Dans la guerre de mouvement, le rythme compte davantage qu'une préparation parfaite. L'offensive allemande créait à la fois une crise et une opportunité, une crise pour les forces alliées, prises dans la tourmente, mais aussi une opportunité pour une contre-attaque puissante sur le flanc allemand. Si la 3e armée parvenait à pivoter vers le nord assez rapidement, Patton pourrait frapper les forces allemandes alors qu'elles étaient trop étirées et concentrées sur leur progression vers l'ouest. Tout au long de cette nuit, les officiers d'état-major de la 3e armée travaillèrent frénétiquement. Ils étudièrent les cartes de la région des Ardennes, tracèrent les réseaux routiers, calculèrent les besoins en carburant et rédigèrent des ordres de mouvement. La logistique était vertigineuse. Déplacer des centaines de milliers de soldats, des dizaines de milliers de véhicules et des montagnes de ravitaillement sur un axe décalé de 90 degrés en plein hiver semblait presque impossible. Pendant ce temps, Bradley affrontait sa propre crise de confiance. En tant que commandant du 12e groupe d'armée, la responsabilité du secteur des Ardennes lui incombait en dernier ressort. Il avait accepté des évaluations du renseignement qui jugeaient la région impropre à des opérations allemandes majeures. Il y avait déployé des divisions inexpérimentées, persuadé qu'il s'agissait d'un secteur calme, où des troupes novices pourraient acquérir de l'expérience du combat en toute sécurité. Ces décisions apparaissaient désormais comme catastrophiquement erronées. 19 décembre 1944, 11h00. La salle de conférence de la caserne de Verdun était glaciale. 16 commandants, alliés de haut rang, y étaient assis, emmitouflés dans de lourds manteaux, leur souffle visible dans l'air froid. Le commandant suprême, le général Dwight David Eisenhower, ouvrit la réunion avec sa franchise caractéristique. La situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous, et non comme un désastre. Cette déclaration paraissait absurde. Les forces allemandes avaient recréé une immense saillie dans les lignes alliées donnant plus tard son nom à la bataille. Les pertes américaines augmentaient d'heure en heure. Les unités étaient dispersées à travers les Ardennes. Les communications restaient chaotiques, mais l'instinct stratégique d'Eisenhower était juste. L'offensive allemande avait contraint les réserves ennemies à quitter leur position défensive. Si les forces alliées parvenaient à enrayer l'avance, puis à contre-attaquer, elles pourraient encercler et détruire des forces allemandes importantes. Eisenhower exposa alors la situation. L'offensive allemande visait à franchir la Meuse, à s'emparer d'Anvers et à couper les forces alliées en deux. La ville de Bastogne-Carrefour, où convergent 7 routes majeures, était essentielle aux plans allemands. La 100e division aéroportée, envoyée en toute hâte depuis la réserve,
avait atteint Bastogne quelques heures seulement avant que les forces allemandes ne l'encerclent. Désormais, les parachutistes étaient assiégés aux côtés d'éléments de la 10e division blindée et d'autres unités dispersées. « Nous devons tenir Bastogne », déclara Eisenhower. Les Allemands avaient besoin de ces routes. Leur refuser Bastogne ralentirait l'ensemble de leur offensive, mais tenir la ville signifiait secourir la garnison encerclée avant qu'elle ne manque de munitions de nourriture et de fournitures médicales. Eisenhower se tourna alors vers Patton. « George, dans combien de temps pouvez-vous attaquer vers le nord avec une force substantielle ?» Ce qui se produisit ensuite entra dans la légende militaire. Patton se leva et s'avança vers la carte de situation. « Je peux attaquer avec 3 divisions le 22 décembre, déclara-t-il sans détour. 48 heures à partir de maintenant. » La salle éclata. Plusieurs commandants rirent, pensant que Patton plaisantait ou cherchait à se mettre en avant. Des officiers britanniques levèrent les yeux au ciel, du bravado américain classique. Même Bradley était sceptique. Il connaissait la tendance de Patton aux prévisions optimistes et à la rhétorique agressive. « Quand pouvez-vous commencer ?» insista Eisenhower, cherchant une évaluation réaliste. « Le matin du 22 décembre, répéta Patton. Avec 3 divisions, la 4e division blindée, la 26e division d'infanterie et la 80e division d'infanterie. » Le chef d'état-major de Bradley se pencha et murmura. « Il bluffe, c'est impossible. » Mais Patton ne bluffait pas. Tandis que son état-major avait travaillé toute la nuit à préparer des plans de contingence, Patton avait déjà pris sa décision. Il mettrait à exécution le plan d'attaque à 3 divisions. La 4e division blindée mènerait l'assaut comme fer de lance, avec 2 divisions d'infanterie assurant la protection des flancs. L'objectif était clair, foncer vers le nord, depuis la région d'Arlon, percer les lignes allemandes au sud de Bastogne et secourir la 101e division aéroportée. Bradley connaissait suffisamment Patton pour comprendre qu'il était sérieux. Ils étaient amis depuis West Point et avaient en servi ensemble pendant des décennies. Patton ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir, surtout en opération de combat. Pourtant même, en connaissant les capacités de Patton Bradley, trouvait le calendrier presque impossible à croire. « C'est une mission redoutable, George, » dit-il prudemment. La réponse de Patton fut caractéristique. « Nous y arriverons. Mon état-major a déjà préparé les ordres de mouvement. Les unités sont prêtes à exécuter. Nous attaquerons le 22. » Montgomery, commandant le 21e groupe d'armées au nord du saillant, déclara qu'il ne pourrait lancer sa contre-offensive qu'à partir du 1er janvier. Il lui fallait du temps pour organiser correctement des forces importantes et garantir des approvisionnements suffisants. Cette approche méthodique était typique de Montgomery, minutieuse, prudente, réticente à attaquer avant que tout ne soit parfait. Le contraste ne pouvait être plus saisissant. Montgomery demandait 2 semaines. Patton promettait 48 heures. Eisenhower, pris entre la prudence britannique et l'agressivité américaine, prit sa décision. Patton attaquerait au sud du saillant le 22 décembre. Montgomery organiserait la contre-offensive au nord pour le début du mois de janvier. Alors que la conférence se dispersait, Bradley prit Patton à part. « George, vous feriez mieux de tenir parole. Tout le commandement allié vient de vous entendre promettre l'impossible. » La réponse de Patton fut simple. « Je serai à Bastogne pour Noël. » Du 19 au 21 décembre 1944. Ce qui suivit constitua l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. La 3e armée comptait environ 250 000 soldats, plus de 130 000 véhicules, et était engagée activement dans des opérations de combat
contre les forces allemandes, à l'est et au sud. Désormais, elle devait se désengager pivotée de 90 degrés et attaquer vers le nord, tout en conservant son efficacité au combat dans l'hiver le plus rigoureux depuis 38 ans. La logistique était écrasante. Les routes de la région étaient étroites, verglacées et saturées de trafic militaire circulant dans plusieurs directions. Les camions de carburant devaient emprunter les mêmes axes que les unités de combat. Les bataillons d'artillerie devaient quitter leur position de tir sur la Sarre pour se redéployer vers des positions orientées au nord. Les réseaux de communication devaient être entièrement reconfigurés. Les dépôts de ravitaillement établis pour des opérations vers l'est durent être abandonnés ou déplacés. L'état-major de Patton travailla sans relâche, jour et nuit. Des ordres de mouvement furent envoyés à chaque division, régiment et bataillon. Les unités du génie préparèrent les itinéraires, les balisant par des panneaux, afin d'éviter que les formations ne se perdent dans la confusion. La police militaire fut déployée au carrefour critique pour diriger la circulation. Des dépôts de carburant furent installés le long des axes afin de maintenir les véhicules en mouvement. Les conditions météorologiques étaient brutales. Les températures chutèrent bien en dessous de zéro. La neige mêlée de pluie verglaçante rendit les routes extrêmement dangereuses. Les soldats, qui combattaient jusque-là dans des conditions relativement sèches, au sud, durent affronter toute la violence de l'hiver ardennais. Les véhicules tombaient en panne à cause du froid. Les gelures et le pied de tranchée devinrent des préoccupations immédiates. Pourtant, la réputation de Patton pour sa discipline rigoureuse et son entraînement intensif porta ses fruits. Les unités de la 3e armée exécutèrent leurs ordres de mouvement avec une efficacité remarquable. Les commandants d'unités comprenaient que la vitesse importait davantage qu'un positionnement parfait. Mettre rapidement les forces en action valait mieux que d'attendre que tout soit idéalement organisé. Idéalement placée pour ce rôle, la 4e division blindée, désignée comme fer de lance, commença à se déplacer vers le nord dès le 19 décembre. Cette formation aguerrie au combat avait traversé la France depuis la percée de Normandie. Ses soldats étaient expérimentés, ses chefs compétents et son matériel bien entretenu. Mais même la 4e blindée n'avait jamais tenté une manœuvre de cette ampleur, parcourir plus de 160 kilomètres en conditions hivernales, puis attaquer immédiatement des défenses allemandes préparées. La 26e division d'infanterie commandée par le major général Willard Paul suivait. Cette division avait connu de violents combats en Lorraine et subi des pertes importantes, mais ses soldats étaient endurcis et déterminés. Derrière elle venait la 80e division d'infanterie sous le commandement du major général Horace McBride, une autre formation expérimentée qui avait gagné le respect de Patton par des combats acharnés. Le 21 décembre, les 3 divisions étaient en position au sud de Bastogne. Elles avaient parcouru des distances allant d'environ 120 à plus de 240 kilomètres selon leur point de départ. Le mouvement avait été exécuté en 48 à 72 heures, exactement comme Patton l'avait promis. Bradley, observant depuis le quartier général du 12e groupe d'armée, était stupéfait. Il avait douté que Patton puisse tenir son engagement. Désormais, les forces de la 3e armée étaient en place et prêtes à attaquer, dans les délais prévus, malgré des difficultés qui auraient dû rendre l'opération impossible. Le 22 décembre, les forces de Patton attaquèrent vers le nord. La 4e division blindée mena l'assaut fonçant en direction de Bastogne, à travers des positions allemandes lourdement défendues. Les combats furent immédiatement d'une extrême violence.
Les forces allemandes, surprises par la rapidité de la réaction américaine, avaient néanmoins établi de solides défenses au sud de Bastogne. Elles comprenaient que le secours de la garnison, assiégée, compromettrait l'ensemble de leur offensive. Les conditions météorologiques continuèrent de gêner les opérations. Le brouillard, la neige et le ciel couvert empêchaient tout appui aérien. L'artillerie peinait à assurer le soutien des feux tout en se redéployant vers l'avant. L'infanterie progressait à travers des forêts gelées où les défenseurs allemands avaient préparé des positions d'embuscade. Des combats de chars éclataient sur des routes verglacées où toute manœuvre était presque impossible. La progression se mesurait en centaines de mètres, parfois moins. Les villages se transformaient en forteresses où chaque bâtiment devait être nettoyé. Des contre-attaques allemandes frappaient les flancs américains. Les pertes augmentaient, mais les forces de la Troisième Armée conservaient leur élan offensif. Elles ne s'arrêtaient pas pour se regrouper ou se réorganiser. Elles attaquaient, avançaient, puis attaquaient encore. 23 et 26 décembre 1944. À l'intérieur de Bastogne, la situation devenait de plus en plus désespérée. Le brigadier général Anthony Clement McAuliffe, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, maintenait le moral par la seule force de sa personnalité et la ténacité de ses parachutistes. Lorsque les commandants allemands envoyèrent un ultimatum de reddition le 22 décembre, la réponse en un mot de McAuliffe, Nuts, devint légendaire. Mais ces réponses légendaires ne résolvèrent pas les problèmes fondamentaux de la garnison munitions, en diminution fournitures médicales rares, et soldats blessés nécessitant une évacuation. Le 23 décembre, le temps se dégagea enfin. La puissance aérienne alliée, clouée au sol depuis plusieurs jours par le brouillard et le ciel couvert, frappa les positions allemandes avec un effet dévastateur. Des centaines de transporteurs C-47 larguèrent des ravitaillements sur la garnison de Bastogne. Les parachutistes se précipitèrent pour récupérer les conteneurs de munitions de rations et de matériel médical. Le moral remonta en flèche. Ils n'étaient pas abandonnés, mais le secours dépendait toujours de l'avance de Patton. Au sud de Bastogne, la 4e division blindée progressait lentement contre une résistance allemande opiniâtre. La division était organisée en 3 commandements de combat de petite force, flexibles, combinant chars, infanterie et artillerie. Le combat commande B, dirigé par le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams Jr., menait l'assaut principal. Abrams était un chef de char, hors pair, agressif, compétent, intrépide. Ses soldats lui faisaient une confiance totale. Le 26 décembre, Abrams reçut l'ordre de percer jusqu'à Bastogne, quel qu'en soit le coût. Il organisa un groupement tactique autour de la compagnie C, du 37e bataillon de chars et d'éléments du 53e bataillon d'infanterie blindée. L'objectif était clair, remonter directement la route d'Assenois à Bastogne, soit environ 6 kilomètres, à travers toutes les forces allemandes se dressant sur leur chemin. L'attaque commença à 15 heures. Les chars Sherman, les half-tracks d'infanterie et les véhicules de soutien s'élancèrent en colonne. Les forces allemandes, surprises par l'audace de l'assaut, ripostèrent par des tirs anti-chars et des armes légères. Les chars américains tiraient en mouvement, réduisant au silence les positions allemandes. L'infanterie nettoyait les maisons et les points fortifiés. La colonne continua d'avancer. À 16h50, le lieutenant Charles Bogues, commandant le char de tête Cobra King, approcha du périmètre de Bastogne. Il se tenait dans la tourelle agitant un panneau d'identification orange. Les soldats du 326e bataillon, du génie aéroporté tenant les positions du périmètre, reconnurent les chars américains venant du sud. Ils étaient secourus.
La nouvelle se répandit instantanément dans Bastogne. La 109e division aéroportée, assiégée depuis 7 jours, n'était plus isolée. En quelques heures, des convois de ravitaillement commencèrent à entrer dans la ville. Les soldats blessés furent évacués. Des munitions fraîches arrivèrent. Le secours avait réussi. Lorsque Bradley reçut la confirmation que les forces de Patton avaient percé jusqu'à Bastogne, sa réaction fut complexe. La fierté pour l'exploit des soldats américains se mêlait au soulagement que l'opération risquée ait réussi, mais aussi à l'étonnement devant ce que Patton avait accompli. En 7 jours, pas les 48 heures promises pour le début de l'attaque, mais néanmoins un délai étonnamment court. Patton avait fait pivoter une armée entière, combattue à travers des défenses allemandes préparées et secouru une garnison assiégée que beaucoup pensaient perdue. Bradley appela Patton personnellement. La conversation fut brève. « George, félicitations, vous l'avez fait. » La réponse de Patton fut typique. La 100e n'avait pas besoin d'être sauvée. Ils allaient très bien. Nous avons juste ouvert la porte pour qu'ils puissent continuer le combat. Cet échange illustrait la relation complexe entre la 101e division aéroportée et la force de secours de Patton. Les parachutistes bravaient l'idée d'avoir été sauvés. Ils avaient tenu Bastogne contre des forces largement supérieures, repoussé de multiples assauts allemands et conservé leur efficacité au combat tout au long du siège. La réponse, Nuts, de McAuliffe, incarnait leur esprit de défi, mais la réalité pratique était indéniable sans l'intervention de Patton. La garnison aurait fini par être submergée ou contrainte de se rendre. Les munitions étaient presque épuisées. Les fournitures au médical critiques et les forces allemandes encerclant la ville surpassaient largement les défenseurs. Le siège ne pouvait durer indéfiniment. 27 décembre 1944, janvier 1945. Le secours de Bastogne ne mit pas fin à la bataille. Pendant encore 3 semaines, de violents combats firent l'âge autour de la ville, alors que les forces allemandes tentaient de la reprendre et que les Alliés s'efforcèrent d'éliminer toute l'assaillie. Mais la portée symbolique et stratégique de la libération de Bastogne fut immédiate et profonde. L'évaluation de l'exploit de Patton par Bradley évolua dans les jours suivant la percée. Dans ses notes personnelles, puis dans ses mémoires, Bradley réfléchit à ce que la 3e armée avait accompli. Ses commentaires révélèrent à la fois un jugement militaire professionnel et une compréhension personnelle des capacités uniques de Patton. « George l'a fait mieux et plus vite que je n'avais le droit de l'espérer », écrivit Bradley, un éloge exceptionnel venant d'un commandant réputé pour sa retenue. Bradley reconnut que la promesse de 48 heures de Patton concernait le lancement de l'attaque, pas la fin du secours, mais même en tenant compte de cette nuance, la rapidité de la réponse de la 3e armée était remarquable. Ce qui impressionna le plus, Bradley n'était pas seulement la rapidité du mouvement, mais l'efficacité au combat maintenue tout au long de l'opération. La 3e armée ne se contenta pas de foncer vers le nord dans le désordre. Elle exécuta une manœuvre coordonnée qui maintint la cohésion des unités, préserva le commandement et le contrôle, et livra des forces prêtes à combattre immédiatement à leur arrivée. Cela nécessitait un travail d'état-major exceptionnel, un commandement expérimenté et des soldats bien entraînés. Bradley reconnut également le risque opérationnel accepté par Patton. En engageant 3 divisions pour secourir Bastogne, la 3e armée affaiblit ses positions face à l'est et au sud. Les forces allemandes auraient pu contre-attaquer sur ses flancs exposés. Les lignes de ravitaillement étaient dangereusement étirées. Si le secours avait échoué ou si les Allemands avaient lancé des contre-attaques réussies ailleurs,
Patton aurait fait face à de sévères critiques. Mais Patton avait correctement calculé que la vitesse importait plus que la sécurité parfaite. Dans la guerre de mouvement, le tempo et l'initiative priment souvent sur la prudence. En attaquant rapidement la troisième armée, reprit l'initiative aux forces allemandes, encore concentrées sur leur avance vers l'ouest. L'impact psychologique fut significatif. Les commandants allemands durent détourner attention et ressources pour contrer la poussée de la troisième armée, affaiblissant ainsi leur effort principal. Le 14 janvier 1945, le général Eisenhower se rendit à Bastogne pour remettre des décorations aux soldats ayant défendu la ville. Parmi les récipiendaires se trouvait le brigadier général McAuliffe, qui reçut la Distinguished Service Cross. Patton assista à la cérémonie, tout comme Bradley. Les photographes capturèrent l'instant Patton, épinglant des médailles sur les parachutistes, serrant la main de McAuliffe, inspectant la ville dévastée. Après la cérémonie, Bradley prit Patton à part. Leur conversation resta privée, mais Patton nota dans son journal les commentaires de Bradley. Brad m'a dit que la réponse de la troisième armée à Bastogne avait été l'opération la plus brillante de la guerre. Il a dit que les historiens l'étudieraient pendant des générations. C'était un éloge extraordinaire venant de Bradley, peu enclin à l'exagération. En tant que commandant du 12e groupe d'armée, il supervisait toutes les opérations terrestres américaines en Europe et avait été témoin de toutes les campagnes majeures de la Normandie à la frontière allemande. Pour lui qualifier Bastogne de plus brillante opération de la guerre reflétait une admiration professionnelle sincère. Les déclarations publiques de Bradley étaient plus mesurées mais tout aussi élogieuses. Lors de conférences de presse, il soulignait que l'exploit de la troisième armée démontrait la capacité des soldats américains à réagir rapidement et à mener des offensives soutenues dans des conditions difficiles. Il louait non seulement Patton, mais aussi l'ensemble des commandants de la troisième armée de l'état-major et surtout les soldats ayant exécuté l'opération dans des conditions brutales. Des années plus tard, après la fin de la guerre, Bradley réfléchit plus philosophiquement au secours de Bastogne par Patton. Dans ses mémoires, A Soldier's Story, il écrivit « La plus grande heure de Patton est peut-être survenue, avec cette réponse brillante à la percée allemande dans les Ardennes. Il a fait pivoter une armée entière sur place, l'a lancée dans des combats désespérés sous un temps épouvantable et a livré exactement ce qu'il avait promis. » La relation entre Bradley et Patton était complexe, vieux amis, rivaux, professionnels, commandants au style très différent. Bradley était méthodique, prudent, diplomate. Patton était agressif, impulsif, souvent sans tact. Mais à Bastogne, les qualités uniques de Patton produisirent des résultats qui justifièrent la décision de Bradley de le maintenir à son poste malgré les controverses répétées. La défense de Bastogne par la 100e division aéroportée et l'opération de secours de la 3e armée devinrent l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre. Ils démontrèrent la résilience américaine, la flexibilité tactique et l'importance d'un commandement agressif. Pour Bradley, cela confirmait sa confiance dans l'efficacité combattante de Patton. Pour Patton, ce fut une rédemption après les incidents de gifles et des mois d'exil. Pour les soldats des deux forces, ce fut la preuve qu'ils pouvaient égaler et vaincre les meilleures troupes allemandes dans les conditions les plus difficiles.